Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche ce soir, monsieur Yacouba Traoré, journaliste, secrétaire général de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication hystique et président du comité d'organisation du 50e FESPACO prévu du 23 février au 2 mars prochain. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, M. Odago. Et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Moi. Alors, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A4 obtenu en 1981 au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, d'une licence et d'une maîtrise en lettres modernes obtenue à l'université de Ouagadougou, respectivement en 84 et 85, et d'un DEA en sciences de l'information et de la communication obtenu en 98 à l'université Paris 2. Alors, M. Traoré, dites-nous, un bac A, un cursus universitaire en lettres modernes, rien de plus logique, mais le journalisme est certainement moins évident. Alors, comment êtes-vous entré dans ce corps de métier? Écoutez, moi j'ai toujours voulu être journaliste. C'est vrai qu'avant d'arriver là, je ne suis pas passé par une école de formation. Je suis arrivé ici d'abord avec une licence en lettres. C'est étant ici même que j'ai fait ma maîtrise en lettres à l'université de Ouagadougou. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était la période de la révolution d'août. Voilà, et nous on était des militants de la révolution. Nous étions des CDR, le comité de défense de la révolution de l'université. À un moment donné, enfin, je ne sais pas si je dois le dire, la révolution avait besoin de militants au niveau de la radio, de la télévision et de la presse écrite. Et moi, personnellement, c'est par un communiqué radio que j'ai été convoqué au secrétariat général national des CDR. C'était le capitaine Pierre Ouedraogo pour m'entendre dire, écoute, vous voulez aller où? Voilà, il y avait moi, il y avait Gabriel Tamini, que vous connaissez peut-être, qui vient de sortir de la MACA. Il y avait Saka Lengani et le Michel Ouedraogo qui a été délégué général du FESPACO, un certain nombre de personnes. Au niveau de la RTB, au niveau de la télé précisément, on était 6. Et je suis seul qui suis resté à la rédaction parce que l'opposition... Est-ce que vous étiez venu pour faire du journalisme? Moi, je ne savais pas ce que c'était que le journalisme. Pour tout te dire, pour tout vous dire, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je pensais que le journalisme, c'était parler français, c'était les belles lettres, c'était savoir écrire, savoir parler. Moi, c'était ça. C'est quand j'ai mis les pieds à la rédaction de la télé, avec le professeur Cheikh Toufil Balima comme directeur, que je me suis rendu compte que je me trompais. Alors, avant de revenir sur cet aspect de la formation, attardons-nous un peu sur ce contexte quand même, parce que c'était assez particulier. Oui. Alors, vous, des journalistes qui débarquez du jour au lendemain à la rédaction, alors, comment vous avez été accueillis? Est-ce que vous n'étiez pas des journalistes, j'ai entendu parler de journalistes révolutionnaires? C'est comme ça qu'on nous appelait. Et comment ça s'est passé déjà l'accueil au sein de la rédaction? Oui, mais c'était très tendu, bien entendu. C'est ce que je dis. On était 6. Je suis le seul, pour ce qui est de la rédaction de la télé, à être resté. Parce que j'ai compris très tôt que ce qu'on nous demandait n'était pas du journalisme. Je me suis entendu dire un jour même que toi, tu te trompes de chemin. On t'a appelé pour faire des commentaires. C'est-à-dire pour chanter la révolution. Est-ce que ce n'était pas le cas? Oui, mais moi j'ai compris que c'est vrai que j'étais un militant, j'étais très engagé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voir ces jeunes, Sankara, Blaise, Henri, s'engager. C'était beau, c'était déterminé. Vous savez ce qui nous manque aujourd'hui, dans ce monde-là, dans cette Afrique, dans ce Burkina, c'est l'utopie. Nous n'avons pas d'utopie. Vous étiez plein de rêves. Voilà, eux, ils avaient une utopie. Et ils voulaient changer les choses. Ils voulaient donner au Burkina sa dignité. Vous voyez, on ne pouvait pas ne pas suivre. J'étais engagé à 100%. J'étais vraiment engagé, mais je ne savais pas ce que c'était que le journalisme. C'est vrai que je voulais être journaliste. Moi, mon père voulait que je sois magistrat. Lui, il est comptable, il était comptable. Il voulait que je sois magistrat. Mais moi, c'était deux choses, soit journaliste, et bizarrement, soit footballeur. C'était mes rêves. Et quand l'occasion s'est présentée,
On nous a convoqués à la radio par un communiqué. Les étudiants dont les noms suivent, machin, sont priés de se présenter au secrétaire général national des CDR pour affaires les concernant. On est parti. Et vous êtes devenu journaliste? Bon, écoutez, non, on ne devient pas journaliste comme ça. Le journaliste, c'est un métier, je l'ai compris, ça s'apprend. C'est pourquoi je suis ensuite, lorsque j'ai eu la chance, vous ne l'avez pas dit dans la présentation, parce que j'ai été dans une vie antérieure attaché de presse à l'ambassade du Burkina à Paris, j'ai profité de faire l'ambassade du Burkina plutôt à Paris. Oui, j'ai profité de faire un DEA en communication à Paris 2. Mais à l'époque, quel était le quotidien du journaliste Yacouba Traoré à la rédaction de la télévision? Est-ce qu'il s'agissait de relayer la propagande? Est-ce qu'il s'agissait... Théoriquement, c'est ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que nous faisions? Moi, mon quotidien au départ, c'était les séminaires de l'Union des femmes du Burkina. C'était les conférences nationales, régionales des CDR. C'était toute autre activité, les audiences, comme vous le couvrez actuellement. Mais c'était aussi des moments forts. En 85, par exemple, j'avais 25 ans. J'ai été envoyé sur le front nord lors du malheureux conflit entre le Burkina et le Mali et le Burkina. Le Mali. Voilà, et 30 minutes avant que je n'arrive, il y avait le deuxième bombardement sur Waïgouya. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui ne vous quittent jamais, que vous gardez toujours en mémoire. Voilà. C'était un peu ça. Je pense que c'est ça même qui a fait le déclic, moi, à mon niveau, parce que ce que j'ai produit comme reportage, c'était pas un reportage, c'était un coup de gueule, c'était, je ne sais pas moi, un édito, c'était un papier militant, mais ça n'avait rien. Parce que vous avez été touché par les scènes. Très touché. Vous relatez ça dans votre œuvre d'ailleurs d'Assé Gallo. Oui, j'ai été très touché, j'ai vu ce que j'ai vu 3 hommes debout à Waïgouya. J'ai vu un monsieur que nous avons voué aux gémonies, nous les révolutionnaires, parce qu'il était ministre de Césaire-Beau. C'est le colonel Woba Maximin, qui était chef du district sanitaire du Nord. C'est lui qui rentrait en ville, qui ramassait les corps, qui ramassait les blessés et qui les amenait à l'hôpital de Waïgouya. C'est Baba Sawadogo qui était le gouverneur de la province du Yatenga. C'est le capitaine Gouba Laba Christian qui était le chef du front Nord. Il y avait, à part les vieillards, il n'y avait personne à Waïgouya. Les gens avaient fui? Les gens s'étaient mis à l'abri. Waïgouya, c'est chez moi, M. Ouedraogo. Ils ne connaissaient pas la guerre. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un bombardement. Ils voyaient ça certainement à la télé, ils voyaient ça certainement à l'écran, au cinéma, mais ils ne savaient pas ce que c'est. C'était horrible. Moi, j'ai vu des corps tout frais. Je suis rentré dans une cour. La bonne dame s'était levée pour faire sa bouillie du matin. J'ai trouvé sa tête à la porte, ses jambes plus loin, le reste du corps un peu plus loin. J'ai vu 5 corps d'enfants. Des scènes d'horreur. 5 corps d'enfants d'une même famille, dans la même tenue, parce que les enfants, toutes des filles, parce qu'elles célébraient Noël, parce que c'était au lendemain de Noël que le bombardement a eu lieu. Et tous couchés dans la morgue. Des scènes marquantes. Des scènes très marquantes. On va revenir au journalisme à l'époque. Selon certaines indiscrétions, selon des anecdotes en tout cas, le président Sankara n'hésitait pas à décrocher son téléphone pour appeler à la rédaction. Oui, moi personnellement, je l'ai eu au bout de fil 2 fois. Vous voulez que je vous raconte? C'était certainement pour donner des directives ou pour un coup de... Non, je suggérais. Je suggérais, mais vous savez, les suggestions d'un chef d'État, on les prend pour des directives. La première fois, je faisais l'édition de 22 heures. J'étais jeune, j'apprenais. Avant le journal, on a reçu un coup de fil. Il dit qu'il a vu une femme
il a vu une dame aux 20 heures dans un de nos reportages et qu'elle ressemble à sa femme. Et que si effectivement c'est sa femme, il ne souhaite pas que ça soit passé, que ça passe à 22 heures. On a purement et simplement supprimé. On ne l'a pas remonté, on l'a supprimé. La deuxième fois, vous n'êtes pas en face d'enfant, moi non plus. C'était encore avant le 22 heures. C'est le réalisateur Jean-Marc Bado qui était de réalisation. Je monte pour remettre mon conducteur. Le téléphone sonne. Bado prend. Après, je l'entends dire et il me tend. Instinctivement, je prends et j'entends Capitaine Thomas Sankara. J'ai balbutié. Il dit, je ne sais pas si vous connaissez les téléspeakerines. Si, c'était celle qui annonçait les Qui programmes. annonçait les programmes, voilà, il est 22 heures, nous passons, ainsi de suite. Nous avions une téléspeakerine, une belle dame, Salimata Traoré, qui était en Bazin, un grand boubou Bazin. C'était un sacrilège à l'époque. Ah, il appelle, il me dit, dites à votre téléspeakerine que pour le reste du programme, il ne peut pas l'avoir en Bazin. C'était quand même un moment particulier. Un président qui appelle directement à la télé ou à la radio pour des injonctions. Oui, mais si ça avait de la conviction, il y avait de l'engagement. Voilà, nous-mêmes, quand on partait en audience, le haut, c'est le faisceau dans famille, et le bas, c'est le pantalon normal. Mais des fois, il sortait dans le salon, il sortait dans le hall, et tu fais tout pour cacher ton pantalon sous la table, parce que ça s'appelle demi-saison. Et tu es d'une suspension de 3 mois. Et c'est 3 mois sans salaire. Voilà. Alors restons sur cette question de la révolution, parce que quand même, il y a un paradoxe. Quand on regarde les derniers grands bouleversements politiques au Burkina, alors ils ont été marqués par cette image de la révolution, cette image du président Thomas Sankara, qui est donc, en tout cas, brandi dans les rues par les gens. On l'a vu à l'insurrection. On a vu chaque fois que, en tout cas, les jeunes étaient dans la rue. Alors que la révolution, quoi qu'on dise, ce n'est pas un modèle de liberté. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui est revendiquée par les jeunes, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et ces jeunes-là prennent Thomas Sankara, alors que ce n'était pas une référence de liberté, Thomas Sankara et la révolution. Oui, c'est un paradoxe quand même. Non, il n'y a pas de paradoxe. Je pense que ce que moi je reproche à nos jeunes, c'est peut-être notre faute. À leurs aînés, nous qui sommes leurs aînés. On pense que le Burkina commence en 80. Moi, je crois que chacun a eu son rôle à jouer. Depuis la division du Burkina, son partage entre le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire en 1932, il y a des gens qui se sont battus pour que ce pays-là soit réunifié. Nos enfants ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Après, les Maurice Amego, ils ont joué leur rôle. Nous sommes en train de parler à la télé aujourd'hui. Nous avons eu la télé avant tous les pays de la sous-région, en 1963. C'est grâce à qui? C'est Maurice Amego. Aujourd'hui, on est en train de préparer le FESPACO. Le FESPACO, c'est sans l'artisanat, sans Tiemogo Marcarango. Je pense que chacun a joué son rôle. Mais ce que la révolution a donné au Burkina, c'est un certain nombre de symboles. La fierté d'appartenir à une nation, la fierté d'être burkinabé, changement de nom, ainsi de suite. Parce que ce pays a souffert avant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est la nostalgie de cela? Je pense que c'est la nostalgie de cela. Mais je pense aussi que le mur est tombé. Et que ce qui se faisait avant 1989, ce n'est pas possible de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire la révolution telle que nous l'avons pratiquée, telle que nous l'avons aimée, ce n'est pas possible aujourd'hui. La révolution a eu ses forces, elle a eu ses faiblesses. Sous la révolution, l'observateur a subi un autre tout à fait. Sous la révolution, il y a eu des exécutions sommaires. La révolution a eu ses forces. Aussi, la révolution a rétabli la dignité de l'homme burkinabé. Ça, il faut le dire. Les régimes qui ont suivi, également, il faut qu'on regarde toutefois dans le rétroviseur.
il ne faut pas qu'on vive le présent seulement. Il y en a qui regardent la révolution, qui parlent de la révolution comme un film de fiction. Non, moi j'entends beaucoup parler de révolution, louer la révolution, si c'était la révolution. Mais je suis sûr qu'il ne faut pas tenir sur la révolution. Sous la révolution. Alors, chemin faisant, nous allons poursuivre, vous gravissez tous les échelons dans la maison RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Reporter, donc on l'a dit, présentateur du journal, rédacteur en chef de 91 à 93, directeur de la télévision du Burkina de 2005 à 2009, directeur général de 2009 à 2013, en termes de carrière au niveau de, au niveau de la télévision du Burkina. On va revenir sur tout ça. Alors aujourd'hui, avec le recul, selon vous, qu'est-ce qui vous a valu toute cette carrière? Est-ce que vous aviez le bras long ou est-ce que vous aviez... Non. C'est d'abord une question de passion. Moi, j'ai la passion de ce métier. Aujourd'hui, je l'enseigne. C'est déjà ça. Aussi, savoir saisir les opportunités. Je ne suis jamais allé demander un poste à quelqu'un. Ni aujourd'hui, ni hier. Et je ne le ferai jamais. Donc, ce n'est pas une question de bras long. Je n'ai pas demandé à être DG de la RTV. Je n'ai pas demandé à être directeur de la télé. Je n'ai pas demandé à aller à Paris. C'est Philippe Sawadogo qui a voulu que je vienne à Paris avec lui parce que... L'ambassadeur Philippe Sawadogo. Parce qu'il était nommé. Puis, entre-temps, avant qu'il n'aille, je présentais l'émission Saturne sur le cinéma africain. C'est là qu'il m'a connu et qu'il m'a apprécié. Je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Mais même si vous n'avez rien demandé à quelqu'un, on comprend quand même que directeur général de la RTB, surtout à cette époque, c'est quand même un poste extrêmement sensible, extrêmement stratégique. Voilà, même si vous n'avez pas demandé, est-ce que vous n'étiez pas quand même dans une situation où vous étiez, entre griffes, le bras exécutant, quand même d'une vision et d'une stratégie en termes de... Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, si c'est parler de politique, la chasse gardée des politiques, c'est surtout le journal télévisé. C'est pas autre chose. Moi, je sais que j'ai créé Affaires publiques. J'ai créé Affaires publiques. Et à un moment donné, au niveau du Conseil des ministres, il était question de supprimer Affaires publiques. C'est le président du Faso à l'époque qui a dit non. Qui a dit non. Parce qu'il y avait de... Je ne vais pas insulter. Il y avait de petits ministres qui disaient que dans l'affaire publique, c'est comme si tous les ministres étaient des voleurs. On dénonçait la corruption. Voilà. Je pense que ce n'est pas rien. C'est-à-dire ce que je dis, l'espace du journal télévisé, ce n'est pas le seul espace de liberté. On est suffisamment intelligent pour exercer nos libertés dans d'autres espaces médiatiques. Et c'est le cas de l'affaire publique. Voilà. Doit-on comprendre que vous aviez tellement de pression sur le journal? Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je n'ai jamais été appelé au sommet de l'État pour me faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Jamais. On ne m'a jamais appelé. Peut-être parce qu'on me connaît. Peut-être parce que je n'accepte pas. J'ai deux fois entendu des murmures, mais je n'ai jamais. Donc, ce que j'ai fait de 2009 à 2013, moi, je ne renie jamais mon passé. Je l'assume à 100%. C'est un poste stratégique, bien sûr. C'est un poste stratégique. Moi, je ne vais pas... Écoutez, moi, je vous suis. Je vous écoute. Hein? Je suis un fidèle. Vous-même, je vous appelle quand ça ne va pas. Je vous demande, Emmanuel, pourquoi un jeune Burkinabé a été tué à Paris, dans une ville qui s'appelle Pau, et qu'on n'en parle pas. La télévision n'en parle pas. Voilà, je vous appelle, ça veut dire que je vous suis. Hein? Écoutez, vous avez peut-être fait mieux que nous. Vous avez la liberté. Que vous n'aviez pas? Non, on avait la liberté. J'ai dit, je n'ai jamais subi de pression. Vous avez peut-être plus de liberté que nous. Peut-être que vous ne savez pas quoi en faire. Mais c'est général, ce n'est pas propre à la télé seulement. C'est général. C'est le regard que je porte de façon générale sur l'ensemble des médias. Ils ont plus de liberté. Moi, j'ai travaillé sous la Révolution. Il y avait moins de liberté qu'après la Révolution.
au plan médiatique, il n'y avait pas de presse privée. La presse privée a été muselée. Il y avait Gigi, le journal qu'on présentement, on sait comment ça se fabrique. Mais quand on regarde, on sait que cette période, par exemple, au niveau de la télévision, il y a eu quand même cette volonté à une certaine époque de gommer la révolution. Parce qu'après 87, l'image de Sankara, à la limite, était devenue interdit entre griffes à la télévision nationale. Oui. Voilà. C'était pas interdit. C'était pas interdit. C'est ce que mon aîné Mahamoudou Ouedraogo appelle les réflexes résiduels de l'état d'exception. C'est comme si nous, journalistes, nous étions constipés. C'était de l'autocensure. C'était de l'autocensure. C'était pas, il n'y avait pas... Moi, on ne m'a jamais appelé pour me demander pourquoi. Non. Vous savez, c'est comme ça. C'est pourquoi je veux que les Burkinabés regardent deux fois en arrière. Vous savez, ceux qui ont fait l'ère Lamizana, ceux qui ont fait l'ère Maurice Yamego, ils peuvent dire la même chose de l'ère Sankara. Tout a été fait pour qu'on ne parle plus du RDA, du PRA, du MLN. Donc chaque régime vient effacer les traces du précédent. Voilà. Alors aujourd'hui, M. Traoré, dites-nous quel est le regard que vous jetez quand même sur l'évolution de la radiodiffusion-télévision. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple le journal à la télé, alors qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis fier de vous. Je suis très fier de vous. Je trouve qu'il y a ça évolue positivement. Il y a la liberté. Il y a beaucoup plus de liberté de ton. Il y a beaucoup plus de liberté de ton. Je pense que vous préparez votre entrée télévisuelle. Hein, ne m'oubliez pas. Atteint peu de gauche. Voilà, ne m'oubliez pas. Non, il y a... Mais ce que je dis souvent, vous savez, on est loin d'être les derniers. Je ne parle pas de vous seulement. Je parle de toute la presse nationale. Mais une fois de plus, on ne se compare pas aux médiocres. Voilà. Dans la sous-région, on est loin. Est-ce qu'aujourd'hui, le formateur Yacouba Traoré pense qu'on a une presse professionnelle au Burkina Faso? Au-delà des classements, en tout cas... Je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Vous-même, vous le savez. Vous savez que je ne vous fais pas de cadeau. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau du traitement de l'information. Je pousse des fois des coups de gueule. Quand il y a eu le décès d'Idrissa Ouedraogo, j'ai poussé un coup de gueule. Vous-même, je vous fatigue quand il y a des choses que je n'apprécie pas. Mais je trouve, une fois de plus, que vous êtes pratiquement à la proue des médias sous-régionaux. Ce n'est pas parce que je suis burkinabé que je le dis, mais que moi, personnellement, je ne veux pas que la comparaison se fasse par rapport à ceux qui ne sont pas bons. Voilà. C'est pourquoi je vous dis pas que vous êtes bons. Alors, vous êtes également plus sur le terrain, depuis bien sûr Belle Lurette. Non, vous êtes donc auteur de 4 publications, qui sont autant donc de sources pour les Puinais, pour les plus jeunes, Gassé Gallo, entre les lignes de mon journal. Ça, c'était en 2012. Bonsoir et merci de nous suivre. Radioscopie de l'information télévisée du Burkina en 2015. Cro, les femmes ont déserté la maison en 2016. Et plus récemment en 2018, un monde de murs et de pas mûrs. Alors, qu'est-ce qui inspire tant la plume de Yacouba Traoré? J'ai commencé à écrire Gassé Gallo. J'ai commencé à l'écrire en 2012 parce que je sentais que j'allais être viré de la direction générale de la RTB. Et je me suis dit, en partant, qu'est-ce que je laisse à mes cadets? Quand je l'ai écrit, ça a été édité par un aîné qui avait une maison d'édition. C'est Jacques Prosper Bazier. Le regretté. Voilà, le regretté. Et il m'a conseillé d'écrire un roman. Voilà. J'ai voulu écrire un roman. Voilà, monsieur, bonsoir, merci de me suivre. Mais ma profession m'a rattrapé. C'est après que
J'ai pu écrire un roman court, La femme ont déserté la maison. Aujourd'hui, je suis à mon 4e ouvrage, effectivement. Et je viens de boucler l'écriture du 5e parce que j'étais en train d'écrire quand le ministre de la Culture, M. Sango, m'a fait appel pour diriger le comité d'organisation du FESPACO. Le cinquantenaire. Voilà, et je suis en train d'écrire. Comme une prémonition, j'écrivais le portrait de la présidente du comité d'organisation de la première édition. Du FESPACO. En 1969, Madame Salambéry, voilà, qui n'est pas une femme alibi. Alors on attend donc la sortie de cette dernière œuvre. En 93, qu'est-ce qui a fait qu'on vous a viré, M. Yacouba Traoré? 2013. 2013 plutôt. Je ne sais pas, M. Traoré. Mais vous savez que vous avez été viré. Oui. Je sais que j'ai été mis de côté. Je ne souhaite pas en parler. Je ne suis pas... Vous refusiez peut-être d'exécuter des injonctions. Non, je ne veux pas en parler. Je n'en parle... Ça a été un honneur pour moi de diriger la RTB. Vous vous rendez compte, je suis rentré comme journaliste révolutionnaire, donc je n'étais pas journaliste. Parce que 2013, ce qu'il faut dire, c'est que le contexte était déjà un peu à la contestation, avec les prémices un peu de 2014, avec l'insurrection qui est donc arrivée 30-31 octobre 2014. Est-ce que vous n'avez pas été balayé justement par ce contexte-là? Par l'insurrection. Pas par l'insurrection, mais en 2013... Peut-être déjà que vous étiez... Non, moi je tiens à ma liberté. Je tiens à ma liberté. Vous savez, il y a France Fanon qui dit une chose. Moi, j'aime lire beaucoup et j'aime France Fanon. Il dit exactement ceci. Nous ne sommes rien sur cette terre. France Fanon. Nous ne sommes rien sur cette terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples, celle de la liberté, celle de la justice. Moi, je tiens beaucoup à la liberté d'autrui et à ma liberté. Je respecte énormément, j'ai un respect fou pour l'autorité, mais je n'aime pas qu'on me dise de faire ce que je ne dois pas faire. Je vais vous dire quelque chose. Et ça vous Non, je vais vous dire quelque chose. Après ça, je ne vous dirai rien sur ce point-là. Pendant la crise ivoirienne, je suivais souvent la chaîne de Ouattara, du président Ouattara, quand ils étaient à l'hôtel du Golfe. Et je prenais le président ivoirien déchu, Laurent Gbagbo, pour... voilà, ça ne va pas, non. Et un jour, je le voyais s'adresser à des jeunes. Il dit, hey, vous les enfants, là, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous avez compris ça? Moi, j'ai fait l'école. Peut-être que je ne suis pas allé loin. Et vous avez donc su vous envoyer? Bon, enfin... comprend qui pourra, mais moi je n'aime pas, c'est du passé, ça ne sert à rien. Évoquons également, on va passer à un autre sujet. Aujourd'hui, quand on regarde les rédactions d'une manière générale, ce qui frappe, c'est la jeunesse. Il est rare de voir des grisonnants dans la presse burkinabé. On a l'impression qu'on entre dans la presse au Burkina pour que ce soit un tremplin, pour que certainement d'autres portes puissent s'ouvrir et qu'on s'y engouffre. Qu'est-ce qui fait fuir les journalistes du corps au Burkina? La réponse est simple. C'est parce que vous, journalistes, moi je ne le suis plus. Moi je fabrique des journalistes maintenant. Hein? Vous, journalistes, vous avez un statut que vos moyens ne permettent pas de supporter. Donc, vous êtes une star. Emmanuel Ouedraogo. Voilà. Est-ce que Emmanuel Ouedraogo sur une petite mobilette en train de boire la poussière? Non. Vous avez un statut, une fois de plus, que vos moyens ne permettent pas de supporter. Vous êtes des vedettes. Une vedette, ça coûte cher. Donc, s'ils ont mieux ailleurs, ils partent. Moi, je suis parti... L'herbe est plus fraîche ailleurs. Oui, comme on le dit, moi, je suis parti en ambassade. Je suis... Voilà.
Peut-être que vous aussi, vous irez quelque part. Je ne le souhaite pas pour Pascal Chambiano. Hein. Je souhaite que vous restiez longtemps ici pour exécuter son programme. Mais malheureusement... Mais ça, c'est quand même un problème pour la profession. Oui, mais bien sûr que c'est un problème. C'est un problème parce que... Oui, et puis c'est une profession qui est jeune. Le journalisme, ce n'est pas comme la profession de médecin, d'avocat. Voilà, c'est une profession... Le journalisme moderne, c'est le 19e siècle. Vous voyez, c'est depuis Zola et ainsi de suite. C'est après le siècle des Lumières, mais pour la profession de médecin. Donc c'est une profession qui n'a pas fini de dicter ses règles, qui n'a pas fini de baliser ses frontières. Vous voyez, tout le monde vient. Moi, je suis venu sans être journaliste. Je ne suis pas comme vous, vous êtes venu après être passé par une école, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas d'abord passé par une école. Voilà. Il y a tout ça. Alors, je l'ai dit, vous êtes président du comité d'organisation du FESPACO 2019, le cinquantenaire. Alors, le cinéma et vous, on a l'impression que c'est carrément une passion, parce que avant donc d'être président, vous avez donc écrit un peu les pages de l'émission Ça tourne à la télévision du Burkina. D'où vient cette passion-là, M. Traoré? Moi, j'ai du cinéma africain, parce que ce n'est pas tout le cinéma que j'aime. C'est vrai que comme tous les jeunes de mon âge, on a suivi le film Western, le film Karaté. Mais moi, la première fois que j'ai vu un film africain, c'est mon père qui m'a amené au cinéma. Au ciné Sia, à Bobo, qu'on appelait le ciné Rex. Et on projetait un film guinéen intitulé Naïtou, une comédie musicale. Ensuite, c'était le deuxième étalon de Nyenenga que je suis parti voir. Munamoto, la femme de l'autre, du Camerounais du Congo, du Pipa. Et puis voilà. Quand je suis venu à la télé et quand Mahmoudou Ouedraoua était nommé directeur, il voulait une émission cinéma. Disons, c'est lui qui a créé l'émission. Et il m'a confié la responsabilité et je me suis fait épauler par l'actuel directeur de la communication de la présidence, M. Auguste Mbara. Donc, on présente ça en duo. Donc, la passion pour le cinéma africain, ça m'est venu depuis l'enfance. Moi, j'ai regardé des courts-métrages comme Poco, ainsi de suite, au lycée à Bobo. Okay. Alors, avant de parler du FESPACO à proprement dit, parlons un peu du cinéma burkinabé. Aujourd'hui, on a vu avec l'arrivée du numérique, le débat a été houleux à une certaine époque. Le numérique a-t-il sa place dans le cinéma? Je pense qu'aujourd'hui, le débat est clos. Est-ce que le numérique a fait du bien au cinéma burkinabé? Oui, il ne faut pas voir le problème uniquement en matière de réalisation des films. Même pour la conservation, la diffusion, forcément que le numérique a apporté du bien. Je ne suis pas technicien cinéma, hein. Je suis journaliste comme vous. Donc, oui, mais le côté réalisation, parce que quand on regarde... Donc, le côté réalisation, c'est un vieux débat. Vous savez que les cinéastes africains notamment étaient divisés. Non, toi tu es cinéaste, oui. Et toi tu es vidéaste, tu n'es pas cinéaste. Il y avait ce débat entre cinéaste et vidéaste. Mais après tout, moi je pense que le cinéma, c'est une technique qu'il faut apprendre. Il y a une grammaire de l'image qu'il faut apprendre. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra. Les équipements sont de plus en plus légers, de moins en moins coûteux. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra machin qu'on est cinéaste. Le cinéma, ça s'apprend. Que ce soit sur le terrain, comme voilà, Adama Rwamba, qui est un très bon cinéaste, qui a fait pratiquement tous les plateaux de tournage au Burkina, qui a appris sur le terrain, ou bien à l'école, comme on avait l'INAFEC ici, les Idrissa Ouedraogo, les Gaston Kaboré, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, c'est un métier, c'est un art qui s'apprend. On ne devient pas... Mais aujourd'hui, est-ce que l'ère du cinéma d'auteur peut-être n'est pas révolue? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de plus en plus de l'industrie culturelle, on voit au Nigeria, à Nollywood, voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui, la mode, c'est donc créer, consommer et passer à autre chose. Oui. Et nous, on était en avance sur le Nigeria. C'est pourquoi je dis à mes cadets, il faut que le Burkina ne commence pas en 80. Il
Vous savez, quand le FESPACO a été créé, quand les salles de cinéma ont été nationalisées par la Misana au début des années 70, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été accompagné. Ça a été accompagné. Il y avait un embryon d'industrie cinématographique au Burkina qu'on appelait Cinafrique. Hein? L'œuvre d'un privé, c'est Edouard Ouedraogo, l'aîné, Martial Ouedraogo, qui est l'aîné d'Edouard Ouedraogo de l'Observateur. Il y avait le CIDC Cipofilm, le Centre interafricain de distribution de films, et le Consortium interafricain de production cinématographique. Ce circuit était au Burkina et le directeur c'était Mamadou Djimkola. Il y avait tout ça. C'est vrai que le cinéma, c'est une industrie. C'est une industrie quand c'est pas... Chez nous, le FESPACO ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le FESPACO, ça ne signifie rien. Ça ne mène nulle part. Et si nos salles de cinéma deviennent autre chose que des salles de cinéma, Ouagadougou ne peut pas continuer à être la plaque tournante du cinéma africain si Ouagadougou ne dispose pas de salles de cinéma dignes de ce nom. Si quand on vient au FESPACO, on ne peut pas rentrer dans les toilettes du ciné burkina ou bien du Naroya pour se soulager. Voilà. Le cinéma, c'est tout ça. C'est une industrie, c'est un art de vivre, c'est un ensemble, c'est une culture, et tout va ensemble. Alors aujourd'hui, vous venez de rentrer donc d'Europe, vous êtes allé donc faire la promotion du FESPACO, de la 50e édition du FESPACO. Oui. Est-ce que le FESPACO continue de faire recette quand on voit la floraison des festivals sur le continent? Oui, le FESPACO est un label. C'est un label et moi-même j'ai été surpris de voir à Paris, pas seulement les journalistes parce que c'était une conférence de presse, mais il y avait pratiquement tous les grands cinéastes, réalisateurs africains. Il y avait aussi les musiciens Manu Dibango, par exemple les Sigiri Bakaba et autres. Tout le monde était là. Le FESPACO, je paraphrase Cheikh Omar Sissoko, c'est un label. C'est un label. Il y a d'autres festivals cinématographiques. Je ne vais pas faire la fine bouche. Vous savez qu'il y a le festival, les journées cinématographiques de Carthage. Le festival de Kouribga. Voilà, justement, ça a du mal à se frayer un chemin entre leur africanité et leur arabité. Le FESPACO, que tu sois arabe, que tu sois africain du sud ou du centre, le FESPACO est éminemment africain. Voilà, créé par des Africains. Voilà, c'est ça la force du FESPACO. Et le FESPACO, cette année, donc, va célébrer ses 50 ans. Oui. C'est quand même une grande fête qui s'annonce. Comment vous comptez marquer cette grande fête-là? Quelles innovations vous comptez introduire? Peut-être pas côté cinéma, on sait que le documentaire, cette année, va avoir une place importante au niveau du palmarès. Mais côté spectacle, est-ce qu'il y a des innovations qui seront introduites? Ou est-ce qu'on va rester avec les grandes stars de la musique qui viennent à l'ouverture? Oui, il y aura des stars, bien sûr. Il y aura des stars, mais notre objectif, ce n'est pas d'organiser un concert musical. Notre objectif, ce que nous entendons faire, nous souhaitons que tous les arts se mettent au service du cinéma. Qu'il s'agisse de la peinture, de la sculpture, de la musique, du dessin, que tous les arts se mettent. Moi, c'est mon point de vue. Au niveau du FESPACO, ils font du bon boulot. Mais moi, le sentiment que j'ai, quand je regardais les éditions du FESPACO, c'est comme s'il suffisait de faire venir une méga star qui donne un grand concert, et puis on dit que le FESPACO a réussi. Non, cette fois-ci, on va raconter une histoire. On va raconter une histoire, extérieur jour, extérieur nuit. Dans notre histoire qu'on va raconter, les officiels ont leur place. C'est Ouaga qui reçoit le FESPACO. C'est le Burkina qui reçoit le FESPACO. Les officiels ont leur place. On déroulera le tapis rouge pour les cinéastes. Tout pour le cinéma. Tout pour le cinéma. On rendra hommage aux pionniers, à ceux qui ont créé ce festival-là. À Samben Ousmane, à Timide Bassouri, à Alimata Salambere, à Eugène Lompo, à François Bassolé, j'en oublie, à René Nyoli Bernard, Mamadou Timkola. On va leur rendre hommage. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, le premier film burkinabé, c'est Le sang des parias, Mamadou Timkola, 1973.
Mais avant ça, il y a eu une coproduction Burkina-Niger de Moustapha Alassane, que j'ai vu aussi quand j'étais au lycée à Bobo. Femme, villa, voiture, argent. C'est la première coproduction de la sous-région, si je ne me trompe. Moustapha Alassane. Ce monsieur-là, comme une prémonition, il y a 3 ans, il est venu mourir à Ouaga. Les gens ne le connaissaient pas. Et il y avait des difficultés à rapatrier son corps à Niamey. Vous vous rendez compte? Ces gens-là méritent nos hommages. Comme tous ceux qui ont dirigé le FESPACO, depuis Mme Salambéré jusqu'à Arjuna Soma, qui est l'actuelle délégation. Et je vais ajouter quelque chose. Je sais que ce qui vient... On va passer à l'actualité. Non, je sais que ce qui vient est très compliqué. Je vais ajouter quelque chose. Pour la cérémonie de clôture, c'est un grand moment de télévision, format télé. La télé, désormais, ne va pas se contenter de venir couvrir le FESPACO. Nous avons votre directeur dans le comité. La télé est à la conception. Parce que j'ai dit au comité d'organisation, nous, notre premier public, ce n'est pas ceux qui sont au stade. Ce n'est pas ceux qui sont au palais des sports. Tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui sont au palais des sports, ce sont des acteurs. Nous allons les faire jouer. Nos premiers publics, c'est ceux qui n'ont pas accès, qui sont devant le petit écran. Donc, on a besoin de la télévision, notamment de la chaîne publique, pour nous aider à concevoir. Parce que c'est un grand monde de télévision. Autant, on ne peut pas imaginer une finale de Coupe d'Afrique des Nations de football sans la télé. Imaginez. Autant, il n'est pas concevable qu'on conçoive un spectacle sans la télé. Sans la télé. Venons à l'actualité, M. Traoré. Actualité marquée cette semaine, bien sûr, par le nouvel exécutif du Burkina Faso, un nouveau gouvernement, avec, beaucoup l'ont souligné, très peu de changements. Beaucoup s'attendaient peut-être à un grand chambardement, mais il n'a pas eu lieu. Est-ce que vous faites partie de ceux qui s'attendaient à ce grand chambardement? Non. Je n'en fais pas partie. Et quelle lecture vous faites de ce nouvel exécutif? Les changements majeurs sont connus. Hein. M. Chérif Si, ancien journaliste qui devient donc ministre de la Défense. Oui. Un nouveau ministre de la Sécurité. Oui. Je le connais. Voilà. J'ai rencontré Hussein Compaoré quand il était commandant de la gendarmerie sous la Révolution, justement, à Ouaïgouya, quand je suis parti faire mon reportage sur le bombardement. Oui. Est-ce que vous pensez que ce sont les hommes de la situation? Moi, je ne pense rien du tout. Moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas les hommes qui m'importent. C'est la lettre de mission qu'on donne à ces hommes-là. Et la feuille de route qu'eux-mêmes se donnent pour réaliser, exécuter ces missions-là. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Sinon, on peut remplacer X par Y, ou Y par Z. La lettre de mission, on ne l'a pas vu, mais il est clair que c'est la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, ramener donc la quiétude pour les Burkinabés. Est-ce que véritablement, parce qu'actuellement, quoi qu'on dise, la situation est très préoccupante. Voilà, est-ce que vous pensez que ce sont les hommes de la situation? Je reviens sur ma question. Une fois de plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. On connaît de bons maçons au pied du mur. Voilà, ils viennent d'être nommés. Moi, je ne sais pas. Moi, j'apprécie. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées plutôt dans des périodes difficiles de l'histoire du Burkina. Et ces gens-là, comme Hussein Compaoré, moi, j'ai une bonne idée de lui. Je parlais du nouveau gouvernement dans ma classe, pas plus tard que vendredi dernier. Je dis, ce monsieur-là, je l'aime, c'est un patriote. J'ai un étudiant qui dit, non, moi je ne l'aime pas parce qu'il était au cœur de la répression des étudiants pendant la révolution, voilà. Mais on va le voir à l'œuvre. Mais le plus important pour moi, c'est-à-dire, vous avez parlé de... Je suis très brillant, je ne sais pas beaucoup l'actualité. Vous avez parlé de lutte contre le terrorisme. De quoi encore? Bien sûr, c'est la même chose. La lutte contre le terrorisme, l'insécurité, l'autorité de l'État rétablie.
C'est vrai que les journalistes n'aiment pas répondre à des questions. Est-ce que vous pensez, sincèrement, qu'on peut aboutir à des résultats probants si on ne va pas vers la réconciliation? Là, je suis sérieux. Et justement, pour la réconciliation, j'allais en venir justement. Il y a donc le nouveau Premier ministre qui a été désigné à la personne de M. Christophe Dabiré. Beaucoup y ont vu une main tendue, un peu à... Mais il faut que ça soit tendu, franchement. Il ne faut pas que ça soit des symboles. Vous m'amenez sur un terrain qui est très glissant. Mais je suis journaliste, j'ai été journaliste comme vous. Je pense que je vais m'en sortir. Non, je parle avec... moi, j'ai l'habitude de parler avec mon cœur. De toutes les façons, si je devais faire la politique, je n'allais pas réussir. Je ne suis pas un bon politique. Voilà. Mais je dis les choses comme je les ressens. Je pense qu'à un certain moment, à une certaine période de l'histoire des peuples, il y a lieu de s'arrêter, de regarder et de voir ce qui doit se faire. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, l'ordre terroriste, il n'est pas à nos portes, il est à l'intérieur. C'est bien ça. C'est parce que nous sommes à Ouaga que nous aimons taiser et ainsi de suite. Ceux qui sont dans les régions concernées, c'est autre chose. Moi, je veux que le mal, je ne crois pas au personnel politique. La qualité du personnel politique me pose problème. Aujourd'hui, les gens ne s'engagent pas pour un idéal. Je vous ai dit au début de cette émission, qu'il n'y a plus d'utopie. Les gens, l'engagement est un gagne-pain. Les gens s'engagent, la plupart, pour leur ventre. Il faut que les gens cessent de regarder leur nombril et de voir l'intérieur. Moi, je pense, je vais vous dire, non, Emmanuel, je vais t'arrêter. C'est toi qui m'as invité, je ne t'ai pas demandé de m'inviter. Il faut qu'on regarde, qu'on interroge l'histoire. Il y a eu trop de sang dans ce pays. Et il n'y a que du sang qui s'ajoute au sang. Regardez, Maurice Yamego disait à Sékou Touré, son ennemi juré, moi je n'ai pas de sang sur la main. La Mizana est venue au pouvoir, il n'y a pas eu de sang. 3 janvier 1966, je n'en croyais pas. J'avais 6 ans, mais je ne pense pas qu'il y ait eu du sang. Il y a eu le coup d'état de Cézerbo, 25 novembre 1980. Il n'y a pas eu de sang. Les premières gouttes de sang, c'est quand les gens de Pau sont rentrés dans la danse. Je suis révolutionnaire, j'ai été révolutionnaire, j'ai été CDR. Je suis aussi un journaliste, j'aime la vérité. Ils sont rentrés dans la danse, CSP1, les premières victimes. La révolution doute, encore plus de sang. Le Front populaire, encore plus de sang. L'insurrection, du sang, du sang, du sang. Vous ne pensez pas que c'est mieux qu'on taise nos différences, s'asseoir autour d'une table pour laver ce sang-là? Mais comment le faire aujourd'hui? Comment le faire? C'est ça tout le problème. C'est pourquoi je dis, le problème, moi mon problème, ce n'est pas le changement des hommes. Moi mon problème, c'est quels objectifs? C'est quelle mission? Quelle feuille de route pour quelle mission? Moi, c'est ça mon problème. Quand vous dites la réconciliation, est-ce qu'aujourd'hui, parce que beaucoup je vous donne un exemple. La réconciliation, non, il faut le retour, par exemple, de Blaise Compaoré. Non. Faut... Ça, c'est pas mon problème. S'il faut son retour, il n'a qu'à venir. De toute façon, c'est son pays. C'est un roi qui vous a dit qu'il ne veut pas qu'il vienne. S'il veut, il n'a qu'à venir. C'est son pays. Il a quand même travaillé pour ce pays. Roch est en train de travailler pour ce pays. La maison a travaillé aussi pour ce pays. Personne n'est parfait. Je vous donne un exemple. Regardez la Chine. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était déjà dans la guerre. En 1932 déjà, les Japonais avaient envahi la Chine. Qui était le dirigeant chinois? C'était Chiang Kai-shek. C'était Chiang Kai-shek qui était le dirigeant chinois. Il avait son gouvernement en Nankin. Mais ils ont tué. Mao avait déjà commencé sa longue marche pour venir prendre le pouvoir en 1949. J'ai dit 49, donc après Deuxième Guerre mondiale. Mais quand les Japonais ont occupé la Mandchourie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué leurs différences, ils ont bouté l'ennemi dehors et ils ont repris leur bagarre. Et Mao a chassé Chiang Kai-shek jusqu'à Taïwan. C'est ça.
Moi, je veux qu'on interroge l'histoire. Est-ce que nous ne sommes pas à la croisée des chemins? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de sang? Est-ce que nous ne devons pas nous parler? Une fois de plus, moi, je ne suis pas politique. Et j'accuse, comme Zola, j'accuse nos intellectuels, j'accuse leur silence est coupable. Je les accuse. Il y a des moments où il ne faut pas se taire, où il faut aider, parce que ce pays-là, c'est pour nous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, la réconciliation doit passer avant tout, avant la justice et... Est-ce qu'on a demandé au peuple burkinabé ce qu'il veut? Au lieu d'organiser des assises sur la sécurité, des assises. Et si on organisait des assises, sur quel mode opératoire pour la réconciliation? Vous pensez qu'il n'y aurait pas de résultat? Il y a des exemples. Il y a l'exemple de l'Afrique du Sud. Ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Voilà. Moi, je pense que, de toute façon, moi, ma position est claire. J'ai l'impression qu'on écoute trop la rue. On écoute trop ceux qui parlent beaucoup. Je vais quitter ton plateau. Peut-être dans 5 ans, tu ne vas pas me voir ici. J'écris. Il faut qu'on exorcise quelque chose. Il faut qu'on fasse sortir la haine qui est en nous, les rancœurs, ainsi de suite. Et ça, il faut que les gens se parlent. Il faut leur donner l'opportunité de parler. Sinon, c'est une succession ininterrompue de coulées de sang d'innocents. C'est ce que moi je... Malheureusement. Voilà. C'est tout. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Nous allons aborder quelques points à l'international, avec notamment donc la Côte d'Ivoire. Rien que hier, le parti RHDP, Parti unifié, donc, a vu le jour, a été officiellement lancé. Et quand on regarde l'échiquier politique ivoirien, beaucoup parlent de sable mouvant, des alliances qui se défont, d'autres qui se font. Aujourd'hui, on parle donc d'une part de cette alliance RHDP unifiée sans Guillaume Soro. De l'autre côté, on a des tentatives d'alliance FPI, PDCI et justement donc des appels du pied faits à Guillaume Soro. Quelle lecture vous faites un peu de cette situation politique en Côte d'Ivoire? Parce que ce que beaucoup redoutent, c'est que les vieux démons ne reviennent en 2020. Oui, la crainte est partagée. La Côte d'Ivoire, je pense que c'est le reflet de la situation compliquée que vit l'ensemble de la sous-région. Parce que quoi qu'on dise, si la sous-région était considérée comme une sorte d'ensemble, comme l'Union européenne, la Côte d'Ivoire allait en être une sorte de locomotive, comme l'Allemagne pour l'Union européenne. Et quand la locomotive est malade, il y a des problèmes à craindre pour les wagons. Moi, je ne sais pas lire l'actualité ivoirienne. Je sais que quand vous commentez dans vos émissions les dimanches et autres, il y a un élément qui manque. J'ai l'impression qu'il y a une dame qui joue un rôle très important et ce n'est pas Simone. Mais ça aussi, je ne vais pas vous le dire. Henriette Diabaté? Non, pas Henriette. Il faut avoir les éléments d'analyse. Il y a, voilà, je crois que la presse n'en parle pas parce que en arrière-plan de tout ça, il y a comme une bataille économique, d'intérêt économique qui se joue. Donc, il faut que nous fassions attention. Toujours est-il que si la Côte d'Ivoire s'enrhume... C'est qui cette dame? Je ne vous le dirai pas, Emmanuel. Vous me connaissez. Si la Côte d'Ivoire s'enrhume, le Burkina va éternuer. Vous avez vu l'opération Baïri et autres. Donc, si le Burkina peut travailler à ce que ça ne s'embrasse pas en Côte d'Ivoire, ce serait tant mieux pour tout le monde. Voilà. La République démocratique du Congo. Ça, c'est un problème. Tshisekedi investi. Et Martin Fayulu qui continue donc de réclamer la victoire. L'Union africaine qui se dédie après avoir appelé donc à la suspension du processus. L'Union africaine prend note de la proclamation des résultats définitifs. L'Union européenne également. Alors ici, est-ce que la réelle politique n'a pas pris le dessus sur tout?
Peut-être. Toujours est-il que la RDC est comme un volcan éteint qui préoccupe toute l'Afrique. Vous savez, le même Frantz Fanon, je pense, avait dit une fois que si l'Afrique, sa carte là, ça ressemble à un revolver, la RDC en a la détente. Regardez la carte de l'Afrique, vous voyez le positionnement de la RDC. C'est un volcan qui s'endort. Et il faut faire extrêmement attention. Parce que les marxistes, je ne suis pas marxiste. Je ne suis pas marxiste. Quand j'étais à l'université, j'étais pro-libyen. J'étais pro-Kadhafi. Je ne suis pas marxiste. Le guide libyen. Voilà. Et ça fait, mais les marxistes disent quoi? Ils disent c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Voilà. Regardez le potentiel du sous-sol au niveau de la RDC. On dit que c'est un scandale. C'est un scandale géologique. Et la RDC, qui était Congo belge, Congo Léopoldville, Zaïre, aujourd'hui RDC, elle a eu sa guerre du cuivre. Le cuivre faisait marcher le téléphone. Hein? Aujourd'hui, c'est le coltan. Aujourd'hui, c'est le coltan. Et tout ce qui tourne autour, ce sont... Voilà, deux fois je regarde les journalistes, on a accusé la Chine. Quand il y avait les Jeux olympiques en Chine, on n'a jamais fait autant de misère à la flamme olympique. Même Reporters sans frontières s'en est mêlé. Mais en réalité... Revenons à la RDC. Oui, c'est pour revenir à la RDC. En réalité, les Jeux olympiques n'ont jamais été aussi bien organisés que ça, quand ça a été organisé à Pékin. Mais le problème, c'était quoi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour revenir à la RDC, oui. M. Traoré, parce qu'il reste très peu de temps, est-ce que vous croyez à cet arrangement entre Tshisekedi et puis Kabila? Kabila, à quel âge? Pour moi, il fait une pause. Il a 47 ans. Il a le temps de revenir. Ben, c'est notre Poutine. Il a appris vite. Je ne dis pas que c'est bien, hein. Je ne dis pas que c'est bien le mensonge en politique. Ce qui est sûr, tout semble indiquer que ces résultats-là ne sont pas clairs. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il est jeune. Il a le temps de... Comment est-ce que toi, fils de ton père, tu vas encenser avec autant de l'ennemi juré de ton père? Je pense que... Voilà. Il y a Anguille sous roche. Voilà. Alors, M. Traoré, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est fini déjà. C'est déjà fini. Merci beaucoup. Malheureusement, je vous remercie pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors voilà, mesdames et messieurs, sur la brèche ce soir, recevait donc M. Yacouba Traoré, président du comité d'organisation du FESPACO, la 50e édition, qui se tient donc du 23 février au 2 mars prochain. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro.